À 0h50, le 10 septembre 2025, un opérateur d'une batterie russe de S-400 à Féodosia, en Crimée, vit quelque chose d'impossible sur son écran radar. 3 missiles ukrainiens Flamingo foncent à 950 km/h, 590 mph, prêts à pulvériser le dépôt de munitions russe de Sonachna Dolina d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. L'opérateur russe ne panique pas. Il est aux commandes d'un S-400 Triumph à 500 millions de dollars, un système conçu pour abattre des avions de chasse jusque dans la stratosphère. Face à 3 missiles subsoniques, cela devrait être une formalité, comme du tir au pigeon avec un fusil de précision. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas un combat à armes égales. C'est une embuscade planifiée depuis 6 mois. Les services de renseignement ukrainiens n'ont pas seulement choisi une cible, ils ont préparé le champ de bataille. Pendant des semaines, ils ont utilisé des drones et des missiles pour éliminer méthodiquement 25 autres systèmes de défense anti-aérienne russes à travers la Crimée, créant des couloirs soigneusement cartographiés dans ce qui était autrefois un dôme de fer. C'est comme se présenter à un examen final après avoir déjà volé le corrigé. L'opérateur russe est sur le point de passer un test qu'il est mathématiquement garanti d'échouer, car cette première vague de 3 missiles n'est pas la véritable attaque, c'est un appât. Dans un bunker près d'Odessa, l'équipe ukrainienne observe ces écrans, non pas pour voir si les missiles touchent leur cible, mais pour enregistrer la réaction du S-400. Ils enregistrent tout, la fréquence exacte du radar, le délai de 5 à 7 secondes entre la détection et le lancement, et la manière dont l'ordinateur de ciblage du système hiérarchise les menaces. Ce n'est pas un assaut, c'est une mission de renseignement à plusieurs millions de dollars déguisée en mission suicide. C'est comme faire un canular téléphonique aux pompiers pour chronométrer leur temps de réponse juste avant de mettre le feu à leur caserne principale. Et il y a une raison très spécifique pour laquelle ils ont besoin d'éteindre cet incendie, et ce, maintenant. Des rapports de renseignement confirment que dans moins de 72 heures, des brigades de marine ukrainienne doivent lancer un assaut amphibie à haut risque à travers le fleuve Dniepr pour établir une nouvelle tête de pont en Kherson occupée. Cet assaut est impossible, une mission suicide garantie si ce dépôt continue d'exister. Les 10 000 obus qu'il peut tirer chaque jour transformeraient n'importe quelle zone de débarquement en un paysage infernal et cratérisé avant même que la première botte ne touche le sol. Ainsi, l'opérateur à Odessa ne vise pas seulement un entrepôt, il ouvre la voie à des milliers de ses compatriotes. Et entre cet assaut amphibie et le succès, se trouve un seul homme, dans un fauteuil, fixant 3 points lumineux sur un écran. Pour l'Ukraine, le temps presse. Pour cet opérateur, le test, c'est maintenant. L'opérateur russe n'hésite pas. C'est à cela que sert un système à un demi-milliard de dollars. Mais alors qu'il lance la séquence de verrouillage, son écran explose dans le chaos. Le système de guerre électronique ukrainien Nota, positionné à 30 km de là, inonde le cerveau du S-400 de 300 cibles fantômes. C'est un jeu de Colin Maillard aux enjeux élevés, où le S-400 a les yeux bandés et 300 voix crient « Polo » en même temps. Le but n'est pas de survivre, c'est de forcer le radar russe à répondre, révélant sa fréquence et ses capacités exactes. Voyez-le de cette façon, si le radar russe est une station de radio, l'Ukraine avait besoin de connaître la fréquence exacte pour diffuser ses propres parasites sur ce canal plus tard. C'est le BABA de la guerre électronique. Mais le radar 92N6E de 600 kW du S-400 est une bête. Ces algorithmes déchirent le bruit électronique, écartent les fantômes et isolent les 3 menaces réelles en moins de 7 secondes. 2 missiles 48 N6DM, chacun une solution à 1 million de dollars pour un problème à 2 millions de dollars, jaillissent de leur tube à plus d'1,5 km par seconde. Le premier intercepteur comble la distance de 100 km et explose, vaporisant un Flamingo dans un éclair de lumière. Premier sang pour le S-400. Le deuxième Flamingo perce le filet à longue portée pour tomber directement dans les mâchoires du Pantsir S-1 qui attend à 7,5 km du dépôt. Le Pantsir n'a pas besoin d'un coup direct, son missile 57. E6 est une clé mort volante qui explose pour libérer un nuage d'éclats de tungstène qui déchiquette la carlingue en composite et le moteur du Flamingo. À l'intérieur du véhicule de commandement russe, on se tape probablement dans les mains, 2 cibles abattues, 0 fuite. Ils pensent qu'ils viennent de réussir le test. Pendant ce temps, 30 secondes après le tir initial, un radar de contre-batterie russe Zoopark, un près de la ligne de front, détecte l'éclair révélateur provenant d'Odessa. C'est un radar qui ne cherche pas les objets en vol.
il cherche le point d'origine des tirs. Les coordonnées du site de lancement ukrainien numéro 1 sont instantanément transmises à un chasseur Su-35 décollant de l'aérodrome de Belbek et à 3 drones Lancet, 3 volants à plus de 3000 km/h, 1900 miles par heure. Le Su-35 sera sur la cible en 4 minutes. La chasse est ouverte, mais dans le bunker ukrainien, personne ne panique. 2 icônes rouges s'éteignent sur l'écran de l'opérateur, une perte de 4 millions de dollars. Mais un flot de nouvelles données inonde sa console. La fréquence exacte du S-400, son temps de réaction de 7 secondes, les vulnérabilités spécifiques de son logiciel. Petite question pour vous dans les commentaires, perdre 2 missiles à plusieurs millions de dollars en valait-il la peine pour obtenir ces données? Dites-moi si vous pensez que l'échange était bon. Les Russes pensent qu'en pense qu'ils viennent de gagner le premier round. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le véhicule de lancement des Flamingo était déjà remballé et roulait à 85 km/h sur un chemin de terre 30 secondes après avoir tiré. L'appât a été mordu et l'Ukraine vient de télécharger l'intégralité du manuel de jeu pour le reste du combat. À 0h51 et 30 secondes, le pilote du Su-35 arrive au-dessus du site de lancement numéro 1 pour ne trouver que de la terre encore chaude et des traces de pneus menant dans la forêt. Dans le poste de commandement du S-400, le bref moment de victoire s'évapore. 2 nouveaux contacts viennent d'apparaître sur leurs écrans, approchant d'un vecteur entièrement différent. C'est un assaut coordonné sur plusieurs axes. Ces 2 nouveaux missiles ne volent juste pas en ligne droite. Ils suivent une trajectoire intelligente dans le ciel, volant directement dans un angle mort de la couverture radar que l'Ukraine a cartographiée quelques secondes plus tôt. Pour aggraver les choses pour les Russes, le système de guerre électronique ukrainien Bukovel AD s'allume. Soudain, l'écran de l'opérateur du S-400, qui était clair un instant auparavant, est inondé de plus de 400 fausses cibles. Les Russes répondent avec une force écrasante. Imaginez que vous essayez de suivre une seule conversation silencieuse et que quelqu'un allume 100 aspirateurs juste à côté de votre tête. C'est ce que font les nacelles de brouillage russes Kibini. Elles émettent tellement de bruit électronique que la connexion GPS des missiles Plopikat à leur satellite est complètement noyée. Sur leurs écrans, le missile est maintenant sourd et devrait voler à l'aveugle. C'est la manœuvre russe classique censée garantir la victoire. Mais les concepteurs du Flamingo avaient anticipé cela. L'ordinateur de bord du missile sent le signal GPS disparaître et change instantanément de sens. À l'aide d'un radioaltimètre, il scanne la terre en dessous, lisant la forme de chaque colline et vallée comme un aveugle lisant le braille. Il compare ensuite cette sensation à une carte 3D parfaite stockée dans sa mémoire. La Russie pense avoir aveuglé le missile, mais elle l'a juste forcé à utiliser une arme secrète dont elle ignorait l'existence. L'équipage du S-400, réussissant enfin à percer le bruit, obtient un verrouillage et transmet les données à un Pantsir voisin. Le Pantsir tire une volée de 4 missiles, un tir tactique parfait, mais le Flamingo a été programmé avec les données de la première vague. Il sait à quoi s'attendre. Juste au moment où les intercepteurs se rapprochent, le cerveau du missile lui ordonne d'exécuter un violent pas de côté pré-planifié. Les 4 missiles russes déchirent de l'air vide dans le bunker russe, la crainte se transforme en panique pure. Leurs brouilleurs, à plusieurs millions de dollars, viennent d'être déjoués par un lecteur de cartes volant. Et l'un de ces lecteurs de cartes vient de se faufiler à travers leur dernière ligne de défense. À 0h53, alors que le réseau de défense anti-aérienne russe peine à suivre le seul survivant de la vague 2, les 2 derniers Flamingos sont lancés depuis le site numéro 3. C'est le coup final de l'échec et mat. L'opérateur du S-400 fait maintenant face à un cauchemar absolu. Un missile fonce depuis l'ouest, 2 autres viennent d'apparaître du sud. Et le tout premier missile qu'il n'a pas réussi à abattre de la vague initiale vient de réapparaître du nord, après avoir effectué une longue trajectoire en boucle pour arriver exactement au même moment. 4 missiles, de 3 directions différentes, arrivant tous dans la même fenêtre de 10 secondes. Ce n'est pas un défi pour l'ordinateur du S-400, c'est une condamnation à mort. Le système qui peut suivre 300 cibles doit maintenant créer simultanément 4 solutions d'interception parfaites pour 4 menaces manœuvrantes à basse altitude. C'est comme essayer de jouer à 4 parties d'échecs à grande vitesse en même temps. Le cerveau de l'ordinateur fait simplement un écran bleu. L'opérateur regarde avec horreur son bouclier à un demi-milliard de dollars se transformer en un sapin de Noël de voyants d'avertissement clignotants.
Dans un dernier acte désespéré, le S-400 lance ses 2 derniers missiles disponibles, les tirant à l'aveugle dans la direction générale des menaces. Un Pantsir voisin, ayant été trompé quelques instants plus tôt, tire sauvagement sur la cible la plus proche, pour voir ses missiles déjoués par une autre manœuvre parfaitement synchronisée. La dernière ligne de défense est un ZSU-23 Katchilka, une relique de l'ère soviétique. Ces 4 canons commencent à tourner, crachant 3400 obus par minute dans le ciel, comme un jardinier en colère essayant d'arrêter un ouragan avec un tuyau d'arrosage. Mais il est trop tard. Sur l'écran du bunker ukrainien, 4 flux vidéo montrent l'approche finale. La caméra du premier Flamingo montre le toit en béton d'un bunker massif se précipiter vers lui. Des soldats russes courent à Pontomor pour se mettre à l'abri, abandonnant des camions chargés de roquettes Grad. Dans le centre de commandement ukrainien, l'opérateur se penche sur son microphone, sa voix calme et claire dans les communications alors qu'il commence le décompte final. 10, 9, 8. Le monde dans le flux de la caméra du Flamingo est un flou de béton et de panique. Il n'y a pas de boule de feu au début, juste un transfert d'énergie silencieux et brutal. L'ogive de 70 kg, 150 livres, et le corps de 115 kg, 250 livres, du Flamingo, percute le toit du bunker à plus de 950 km/h, délivrant plus de 2 millions de joules de force cinétique. C'est l'équivalent d'un camion entièrement chargé, heurtant un mur à 160 km/h. Le béton n'a aucune chance, puis l'ogive explose. Mais ce qui vient de se passer n'était pas le chaos. C'était de la physique orchestrée avec la précision d'une symphonie. L'explosion initiale de l'ogive au RDX n'était que l'amorce. Son véritable travail était de déchirer le bunker et d'exposer les obus de 152 mm à l'intérieur, au choc et à la chaleur. En quelques millisecondes, la première pile de charge propulsive s'enflamme, déclenchant une réaction en chaîne qui embrase 5000 tonnes de puissants explosifs. La température à l'intérieur du dépôt grimpe en flèche à 2700 degrés Celsius, 5000 degrés Fahrenheit, créant une onde de surpression de 30 psi qui se propage à plus de 3000 mètres par seconde, transformant le béton armé en poussière. Les explosions secondaires des roquettes Grad et Smerch éclatent comme une chaîne de pétards, projetant des éclats à travers le dépôt comme une tempête de missiles incontrôlables. Dans le poste de commandement russe, l'opérateur du système S, 400 à $1,5 milliard ne peut que regarder, bouche bée, le champignon atomique s'épanouir sur sa caméra optique. Ses écrans radars sont vides. Son bouclier invincible n'est plus qu'une place au premier rang pour le feu d'artifice le plus cher de l'histoire russe. Quand la fumée se dissipe, un cratère de 45 mètres marque la tombe d'un investissement de $1,5 milliard. Pour la Russie, les retombées stratégiques sont catastrophiques. 30% des approvisionnements d'artillerie du groupe Dniepr ont tout simplement disparu. Le barrage quotidien sur Kherson s'arrête, non pas pour 1 heure, mais pour des semaines. Il en coûtera à Moscou plus de $2 milliards et 1 mois de cauchemar logistique pour remplacer ce qui a été perdu en 120 secondes. Alors, voici la leçon du jour. La serrure high-tech la plus chère du monde est complètement inutile si votre ennemi a déjà volé la clé. Le S-400 est la serrure, mais sa clé était le réseau de radars plus petit et de systèmes de soutien que l'Ukraine avait patiemment démantelé au cours des 6 derniers mois. L'Ukraine n'a pas vaincu le S-400. Elle s'est simplement présentée à un combat qui, à l'insu des Russes, avait déjà été gagné. Pendant 6 mois, c'est exactement ce que l'Ukraine a fait. C'est une stratégie militaire appelée SEAD, ou suppression des défenses aériennes ennemies. Ils ne faisaient pas exploser des choses au hasard. Chacun de ces 25 systèmes de défense anti-aérienne qu'ils ont détruits était un mouvement calculé. Ils prenaient les pions, les radars plus petits à courte portée qui servent d'yeux et d'oreilles au S-400. Ils prenaient les tours, les systèmes Pantsir qui le protègent des menaces Bititas à basse altitude. Au moment où cette mission a commencé, la reine russe était toute seule au milieu de l'échiquier. La course d'appât des 2 premiers missiles ne visait pas seulement à voir la reine. C'était pour confirmer que tous ses gardes du corps étaient déjà morts. C'est la différence entre la tactique et la stratégie. La Russie avait une tactique puissante, abattre des missiles. L'Ukraine avait une stratégie gagnante, rendre le plateau de jeu injouable pour son adversaire avant même que le premier coup ne soit tiré. Maintenant, une question pour vous, les stratèges. Si vous étiez le commandant ukrainien
et que vous aviez un missile Flamingo supplémentaire, quelle serait votre cible suivante? La batterie de S-400 endommagée, mais toujours dangereuse, ou le pont principal que les Russes devront utiliser pour acheminer des ravitaillements? Expliquez-moi votre raisonnement tactique dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez voir des tactiques intelligentes et de la physique pure battre la force brute, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce que nous analyserons la prochaine fois. 7 flamingos ont été envoyés. 3 ont été abattus. 4 ont livré leur charge utile. La défense anti-aérienne invincible de la Russie, il s'avère que c'est juste la chute d'une blague écrite et réalisée par l'Ukraine.